Je résume donc, comme j'ai pris l'habitude de le faire, les épisodes précédents. La première séance était intitulée « Le temps long de la mémoire ». Il s'est agi, en prenant la perspective des victimes, d'évoquer dans une perspective mémorielle, de mécanismes de mémoire et d'historiographie de la mémoire, la manière dont ces pertes patrimoniales réalisées en temps de guerre ne passent pas. Je l'avais sous-intitulé « Un passé qui ne passe pas » et nous avions évoqué notamment les noces de Cana, saisies en 1797 à Venise et qui n'ont jamais été restituées, dont vous voyez ici un détail. Le second épisode était intitulé « Fécondation esthétique ». Il s'était agi de prendre la perspective des objets cette fois, et dans la perspective des objets, de voir comment ces déplacements patrimoniaux forcés avaient pu induire des phénomènes d'adaptation, d'appropriation, de transformation de motifs, d'idées esthétiques. On avait notamment évoqué l'arrivée à Berlin en 1913 des sculptures trouvées en Égypte à Tel El Amarna. Vous voyez deux images qui rappellent cet épisode. Et le troisième épisode était consacré à l'argent des spoliations. Il s'était agi cette fois d'évoquer la question sous un angle économique ou plutôt sous l'angle des représentations, des fantasmes historiques et collectifs que peuvent amener ces histoires d'argent liées aux questions de spoliation. Nous avions notamment évoqué la vente par Lord Elgin des marbres du Parthénon en Angleterre pour une somme qui était la moitié de ce que lui avait coûté le déplacement et le transport. Et nous voilà aujourd'hui arrivés donc au quatrième volet, restitution et émotion, que j'aimerais en fait presque intituler tant la question est sensible aujourd'hui et tant elle est discutée, et elle est discutée de manière très différente selon le pays où on se trouve. Elle est discutée de manière très différente en Allemagne et en France notamment, ou de manière très différente, pas en termes de contenu, mais aussi en termes de vocabulaire, de sensibilité. Je l'appellerais volontiers restitution et émotion et hésitation. Et pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui avec ces questions, rien n'est plus utile et salutaire et important toujours de revenir à l'Antiquité. Je me propose avec vous d'aller voir ce que Cicéron a pu dire un siècle avant notre ère de ces questions de spoliation. Vous voyez ici un buste de Cicéron conservé au musée du Capitole, issu de la collection Albani, c'est-à-dire que c'est sans doute un buste qui a fait un petit séjour à Paris autour de 1800 avant d'être restitué en 1815. Nous sommes en 70 avant Jésus-Christ, à Rome. Cicéron alors est un tout jeune homme, il a 36 ans, il vient d'avoir son premier poste de magistrat romain en Sicile, alors qu'il avait l'âge limite pour le faire, l'âge de base pour le faire, 30 ans. Il a passé quelques années en Sicile, où il a été très apprécié de la population, puis il retourne à Rome, et quelques années plus tard, les Siciliens l'appellent à l'aide, parce qu'il s'est produit chez eux, juste avant 70, des exactions monstrueuses, selon leur ressenti, et selon la réalité historique peut-être aussi, et ils l'appellent à l'aide pour que Cicéron prenne leur défense, pour soutenir ou appuie leur dénonciation de ces exactions. En effet, à ce moment-là, était arrivé en Sicile un administrateur romain, Caius Licinus Verres, le trop célèbre ou le malheureusement célèbre Verres, qui pendant son mandat s'était approprié violemment un grand nombre de statues, d'objets précieux, de meubles, de tapis, de joyaux qu'il avait fait transporter chez lui à Rome. Alors Cicéron, pour aider les Siciliens à ce moment-là, formula ses célèbres discours contre Verres, source de toute première importance pour les questions de restitution d'œuvres d'art, et que je cite d'autant plus volontiers qu'ils viennent de reparaître il y a 10 jours aux Belles Lettres dans la collection Le Goût des idées, ce qui prouve vraiment l'importance, cette réédition de ce texte si important pour les spoliations, il prouve l'importance de ce sujet et la nécessité de retourner voir dans l'Antiquité aussi comment on a pu en parler. Le livre qui nous intéresse dans qu'ils appellent ici l'affaire Verres, c'est le livre consacré aux œuvres d'art, le chapitre consacré aux œuvres d'art, qui est épais, comme vous le voyez, et qui en latin est intitulé De Signis, et ici traduit par les œuvres d'art. Nous sommes à la 7e narration de ce chapitre. Alors, de quoi ça parle ? Cicéron se projette dans le passé, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 200 ans avant sa propre vie, et nous rappelle que lors de la première guerre punique, les Carthaginois s'étaient emparés
en Sicile de statues, de mobilier précieux, de vases précieux, de tapis et d'objets qu'ils avaient transportés alors à Carthage. Puis, notamment, parmi ces objets, une diane en bronze, très belle, dont Cicéron nous dit que, et c'est important, transportée à Carthage, cette diane n'avait fait que changer de lieu. Son incomparable beauté lui fit retrouver chez un peuple ennemi tous les hommages qu'elle recevait auparavant à ses gestes. C'est-à-dire que la translocation patrimoniale brutale ne l'affecte pas dans sa valeur de culte. On continue de l'adorer, nous explique Cicéron. 100 ans plus tard, troisième guerre punique, lorsque un général romain parvient à ruiner Carthage, à prendre Carthage et à la ruiner, il promet aux habitants de la Sicile de leur restituer les œuvres qui avaient été prises auparavant par les Carthaginois. Il le leur promet avant même de les reprendre. Cicéron écrit à ce propos, Scipion, donc c'est le général vainqueur, Scipion l'Africain, rassembla tous les Siciliens. Il leur promit de donner tous ses soins pour faire restituer, c'est le terme latin, à chaque ville ce qui lui avait appartenu. Les œuvres donc retournent dans chacune des villes de Sicile où elles avaient été prises. Et, nous dit Cicéron, en rendant ces œuvres, c'est-à-dire au moment de la restitution, on dit que Scipion dit aux Siciliens, tournure compliquée, alors on nous dit qu'il a dit ça, dicitur dixisse. Il dit aux Siciliens qu'il leur proposait un juste sujet de méditation. Valait-il mieux pour eux être les esclaves de leurs propres concitoyens ou obéir au peuple romain qui, en rendant ses œuvres, au lieu de les envoyer par exemple à Rome, ce qu'il aurait très bien pu faire, qui, en rendant ses œuvres, fait preuve de tant de magnitude et de mansuétude. On voit bien comment la restitution est utilisée politiquement ici pour que les Siciliens, qui ont toujours eu un rapport compliqué avec leurs colonisateurs, pour que les Siciliens aiment les Romains qui leur restituent leurs œuvres. Puis Cicéron décrit précisément la restitution de la statue de Diane, au milieu des plus vives félicitations et dans l'allégresse générale. On est dans un régime d'émotion collective qui est décrite en détail par Cicéron. Il entre dans les détails. Au moment de sa restitution, cette statue était posée sur un socle très élevé sur lequel on lisait ces mots en gros caractères. Scipion l'Africain l'a rendu, restituisse, il l'a rendu, restitué, après la prise de Carthage. Pendant plusieurs décennies, cette statue sur son socle est honorée par tous les citoyens, etc. Alors arrive Vérès, on est donc à peu près en l'an moins 73, moins 71, Vérès la voit, et là, Vérès, immédiatement, je cite Cicéron, comme s'il avait reçu un coup de torche ardente, se mit à brûler d'un désir insensé. Le désir insensé de la posséder et de la prendre. Ce qu'il fait, il la fait déceler et il l'emporte avec une foule d'autres objets saisis en Sicile, à Rome. Qu'est-ce qui reste à ces gestes ? Le socle vide. Le socle vide dont tout le monde parle avec cette inscription. Cette inscription, nous dit Cicéron, qui paraissait à tous inconvenante, intolérable, qui était un sujet de conversation. Si bien que Vérès, voyant que ça fait du désordre, ce socle vide qui rappelle une restitution annulée par lui, ordonne qu'on fasse enlever le socle. Commentaire de Cicéron, il pensa que les hommes en viendraient à l'oubli de toute l'affaire s'ils faisaient disparaître ainsi le socle. L'espoir de Vérès, c'est de faire oublier la restitution par Scipion l'Africain. Et toute la suite du texte de Cicéron n'argumente pas en faveur de la restitution de la statue. La statue de Diane paraît perdue à tout jamais. Il veut le socle. Il voudrait vraiment qu'on rende le socle, c'est-à-dire qu'on rende à la Sicile la mémoire de cette restitution. Quel beau texte. Et quel texte tout trouvé pour nos problèmes, puisqu'on y voit ici à la fois une thématisation d'émotions patrimoniales multiples, l'émotion des gens de ces gestes qui récupèrent cette œuvre, l'émotion de l'historien qui est scandalisé qu'on fasse disparaître la mémoire, pour n'en citer que deux, l'émotion, les pleurs des ségestois quand on leur reprend l'œuvre, émotions multiples d'une part,
D'autre part, la question de la restitution comme acte politique pour favoriser l'allégeance d'un peuple soumis ou colonisé. Et enfin, vraiment, la question de l'effacement des traces de cette mémoire qui me paraît centrale. Donc j'organise maintenant le cours en 3 volets, si vous le voulez bien. Le premier s'intitule « Émotion patrimoniale des constellations complexes », où il va être question aussi, et peut-être surtout, du problème de méthode que ça pose de s'interroger sur des émotions patrimoniales. Comment on les saisit, qu'est-ce qu'on a comme traces pour les analyser, comment ça marche. Je ne décrirai pas de grandes émotions ou de grandes effusions, pardonnez-moi, mais on pourra en reparler. Le second volet s'intitule « Restitution-récupération », sachant que récupération est dans le langage français contemporain, il y a un synonyme de restitution. Ici, il s'agira de récupération politique, plutôt, c'est-à-dire de l'instrumentalisation des restitutions à des fins politiques. Et le troisième volet, sur cette question de la mémoire des restitutions, ou de la manière dont on parle des restitutions, ou dont on n'en parle pas, ou dont on en parle de manière à n'y rien comprendre, s'intitulera « Les voix du silence ». Émotion patrimoniale des constellations complexes. Alors pour s'attaquer à ce sujet qui mériterait vraiment un très long travail sur des textes bien concrets, sur des textes pour les périodes anciennes et pour le XXe siècle, évidemment aussi sur des documents visuels, audiovisuels et télévisés, puisque ces émotions sont portées par des médias qui, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, peuvent être des médias de presse écrite, mais qui maintenant, aujourd'hui, sont très souvent, et je ne parle même pas d'Internet, mais qui sont des médias qui diffusent des émotions, qui sont porteurs ou qui sont vecteurs d'émotions, qui parfois même les fabriquent. Pour évoquer ces questions, j'ai choisi 3 exemples tirés de 3 périodes historiques. Nous retournerons voir Vivant Denon en 1815, au moment de la plus grande restitution de l'histoire de l'humanité, on pourrait dire, c'est-à-dire le démantèlement du Louvre. Vous voyez là un buste de Boziot, de François-Joseph Boziot, représentant Dominique Vivant Denon. Puis, nous irons à Berlin en 1930, lorsque le buste de Néfertiti a failli être restitué au Caire. Le rendez-vous était déjà pris. Et puis, à notre époque, en 2006, à Vienne, au moment de la restitution par le musée du Belvédère, par le musée autrichien de la galerie du Belvédère, de la Adele Bloch-Pauer numéro 1 du portrait de Klimt, restitué à ses propriétaires légitimes, ou aux descendants de ses propriétaires légitimes en 2006, et qui a donc quitté à ce moment-là Vienne. Le plus grand texte, après Cicéron, le plus grand texte sur les émotions patrimoniales suscitées par des restitutions est sans doute le précis de ce qui s'est passé au Musée Royal depuis l'entrée des Alliés à Paris, qui a été édité à la fin des années 90 par Marianne Dupuis, ici présente, et Isabelle Lemann, ici présente. Ce texte qui est un monument à l'histoire des restitutions et à la question du rapport entre émotion et restitution. Je le lis. Et je ne commenterai pas ce langage parfait, d'autres sont plus... Cette langue française, vous verrez, on parlera d'autre chose, mais goûtez la qualité de cette langue française. Des circonstances inouïes avaient élevé un monument immense, des circonstances non moins extraordinaires viennent de le renverser. Il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée, il a fallu que l'Europe se rassemblât pour le détruire. Le temps répare les maux de la guerre, des nations éparses se recomposent, mais une telle réunion, cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous les siècles, cette chambre ardente où le talent était sans cesse jugé par le talent, cette lumière enfin qui jaillissait perpétuellement du frottement de tous les mérites vient de s'éteindre, et de s'éteindre sans retour. La destruction du musée est devenue un monument historique. J'ai regardé comme un des devoirs les plus importants et le plus douloureux que j'ai à remplir, de donner au public, à qui ce musée a si complètement appartenu, le journal fidèle et les détails les plus exacts des opérations qui ont amené son démembrement. C'est vraiment le journal, la description d'une agonie, de l'agonie du Louvre, qui a été le grand projet de Dominique Vivant Denon, son enfant, on pourrait dire, qu'il décrit ici en rassemblant les lettres qu'il a reçues à cette occasion, pour
pour en donner le témoignage à la postérité d'une part, mais aussi peut-être, pourrait-on dire, pour canaliser ses propres émotions. Le terme de douleur montre bien comment lui, c'est-à-dire dans un contexte d'émotion individuelle et professionnelle, vit cette restitution, donc du point de vue de la victime cette fois. On reprend le point de vue de la victime. Alors ce qui est intéressant dans ce cas, il faudrait y rester très longtemps, c'est qu'à ce moment-là, entre 1814 et 1815, on voit la typologie des émotions et les différents registres se mettre en place. Et l'un des axes les plus intéressants, à mon sens, c'est la distance ou la complémentarité entre émotions individuelles et professionnelles, quelles que soient les nations concernées, c'est-à-dire que ressent un conservateur qui doit rendre ou que ressent un conservateur qui doit reprendre à Paris des œuvres en 1815. Cette échelle va jusqu'à l'opinion publique dans la presse. Je vais essayer de le montrer très rapidement, trop rapidement, pardon, mais en tout cas, il s'agit simplement de montrer dans quel cadre on bouge autour de 1800, et avec cette première grande restitution, on a aussi la mise en place des premiers réflexes ou de ce cadre d'analyse. Ce que décrit Vivant-Denon ici, cette émotion individuelle d'un professionnel, de quelqu'un qui a monté lui-même le Louvre, on le retrouve dans l'iconographie de l'époque, par exemple, avec cette estampe anonyme conservée à la Bibliothèque nationale de France, l'artiste français pleurant les chances de la guerre, où nous voyons en effet un professionnel, un usager du musée Napoléon, un usager du Louvre pour qui ce musée était fait, un peintre, appuyé sur la transfiguration de Raphaël, qui a déjà été évoquée, pleurer en tournant le dos au départ sur des chariots. L'iconographie du chariot nous est familière désormais, au groupe du Laocoon, à l'Apollon du Belvédère. Si on grossit la scène, on voit bien qu'il n'est pas le seul à pleurer. Là, le mouchoir vraiment est un indicateur d'émotion. Le sous-titre nous le dit aussi, il pleure. Mais les dames, qui sont aussi des artistes, comme le signale leur carton, pleurent le départ de ces œuvres, les chances de la guerre. Malheureusement, c'est l'artiste français, mais on pourrait dire que beaucoup d'artistes, tous les artistes, y compris les artistes européens, pleurent les chances de la guerre ou pleurent le démantèlement du musée Napoléon. Il y aurait des exemples. Je peux évoquer ici l'exemple d'autres professionnels des collections. Vous voyez le beau visage d'Alexandre von Humboldt, qui en 1815 a beaucoup aidé Dominique Vivant-Denon à empêcher la restitution de certains objets du musée Napoléon. Donc lui aussi, dans l'émotion individuelle et dans la logique individuelle du professionnel des collections, est pour le maintien à Paris des œuvres. Un très bel exemple est celui de Jacob Grimm, l'un des deux frères Grimm, qui à l'âge de 30 ans a été chargé par la Prusse de récupérer les manuscrits spoliés dans les régions rhénanes et les tableaux de Cassel. Donc il arrive à 30 ans à Paris, il connaissait Paris pour avoir déjà travaillé à la Bibliothèque nationale. Et comme vous le savez, Jacob Grimm écrit tout le temps à son frère, ils sont inséparables. Et c'est très bien pour nous car il explique les sentiments que lui inspire cette reprise des œuvres à la Bibliothèque nationale et au musée Napoléon en 1815. Il doute, il est inquiet, il va voir Quatremère de Quincy, que nous avons déjà évoqué plusieurs fois ici. Quatremère de Quincy le console. Quatremère de Quincy, écrit-il à son frère, m'a dit, ce qui est tout à fait vrai, que nous autres Allemands sommes plus honteux de réclamer ce qu'on nous a volé que sa propre nation ne l'a été au moment des saisies. Donc là, on est face à un professionnel qui a honte, qui n'aime pas faire ça. Il le dit encore plus explicitement dans une lettre un peu plus tardive, toujours à son frère Guillaume Wilhelm Grimm. Il m'est désagréable, à titre personnel, de réclamer ses œuvres. Il y a en soi quelque chose de sale à venir prospecter et déranger un ordre établi, d'autant que je suis confrontée à des gens qui m'ont autrefois reçu avec politesse et amabilité. Mais ma mauvaise conscience, ça c'est une vraie émotion de conservateur qui soit obligé de prendre ou de rendre. La mauvaise conscience est quelque chose de continu et ça explique aussi les réactions qu'ont pu avoir des conservateurs au moment de restitution, quel que soit le pays qu'on observe. Les conservateurs en général ne sont pas faits pour rendre. C'est contre leur ADN et ils ne sont pas faits pour reprendre non plus. Ils ne sont pas faits pour démolir des collections. Ça ne marche pas. Mais ma mauvaise conscience s'apaise, dit-il, écrit-il, lorsque je pense que ma tâche relève de sphères supérieures à celle d'amitié professionnelle. Donc ce qu'il nous explique ici, c'est que sa tâche relève d'un problème collectif et pas d'un problème individuel, qu'elle ne relève pas d'un problème professionnel, mais d'un problème des sphères supérieures qui sont l'intérêt de l'État dans ce cas-là. Il est employé de l'État. Et pourtant, très belle phrase, et pourtant j'aurais aimé ne pas être utilisé à ce travail.
C'est-à-dire qu'il considère qu'il est la mauvaise personne en tant que conservateur pour aller récupérer des œuvres. Ça me paraît très intéressant de voir donc que ces émotions patrimoniales autour de 1815 ne sont pas partagées entre nations, ce n'est pas les Français contre les Allemands par exemple, ou les Français contre les Italiens, c'est plutôt un partage professionnel. En quelque sorte, d'une part, les conservateurs sont tous mal à l'aise, tandis que d'autres professions impliquées dans cette histoire, par exemple les soldats, les militaires, eux sont beaucoup plus à l'aise pour aller reprendre ces choses avec lesquelles ils ne travaillent pas en quelque sorte. Ça c'est un point, donc le côté professionnel, et l'autre point important, c'est la dimension individuelle de ces expressions d'émotion qui est confrontée et qui fait une vraie collision avec les prises de position de l'opinion publique, dans la presse, dans les caricatures, etc. Je vous en montre une célèbre, c'est donc de Cruikshank, le célèbre caricaturiste britannique de 1915, où on voit, donc ça s'appelle le départ d'Apollon et des Muses, on voit Apollon et les Muses sur un chariot doré, sur leur char de feu, tirés par François Ier, empereur d'Autriche, sur le lion de Venise. François Ier qui crie à Blücher « Dépêche-toi Blücher, il faut qu'on rapporte tout ça, tous ces biens volés ». Le général Blücher, le général prussien, est juste derrière. Et on voit par ailleurs toute une myriade de chariots qui s'en vont en Hollande, en Italie, à Venise, à Berlin, et là-haut on ne peut plus le lire, à Vienne, tandis que le Louvre est détruit et que ici se trouve Dominique Vivant-Denon qui n'a plus qu'un bras et qui réclame « S'il vous plaît, Apollon, reste encore un petit peu », d'une part, et d'autre part, Louis XVIII qui vient d'être restauré, qui explique à Talleyrand que ça aurait été mieux de garder un peu quelques œuvres à Paris parce que pour sa légitimité, ça aurait été plus pratique. Donc là, on est vraiment dans un autre type d'émotion. D'abord, l'émotion donc diffusée par la caricature parle de questions politiques. On est vraiment dans la question des alliés contre Napoléon et d'un démantèlement qui ne touche ni les artistes ni les professionnels, mais vraiment les nations. Et ce qu'on voit là dans cette caricature britannique est thématisé aussi, bien sûr, dans la presse allemande. J'aime particulièrement cet article du Rheinischer Merkur du 6 août 1915, intitulé « Die Zurücknahme der Kunst- und wissenschaftlichen Werke », donc la reprise des œuvres d'art et de sciences, où dans le premier paragraphe, il est exactement question de la montée en puissance de l'opinion publique. Le journaliste explique que l'année d'avant, avant les 100 jours, en 1914, personne ne s'était occupé de ça, et en particulier la presse ne s'était pas occupé de ça, et que maintenant, parce que lui, le Rheinischer Merkur, a fait du tam-tam pendant un an, que maintenant, enfin, ni les diplomates, ni les artistes, ni les professionnels ne peuvent résister, la presse a obtenu ce qu'elle voulait. L'opinion publique, disent-ils. Il écrit « Tout cela est une preuve, cette restitution est une preuve consolante de ce que l'opinion publique a considérablement gagné en puissance au cours de l'année et que lorsqu'elle veut sérieusement quelque chose, on ne peut guère lui résister. L'opinion publique sur les questions patrimoniales naît à ce moment-là, on la voit, en tout cas en Allemagne, on la voit monter et on voit comment ça marche, on voit vraiment les mécanismes. Ce qui est passionnant dans le cas du Rheinischer Merkur, bien sûr, c'est que chaque attaque contre la France est une attaque contre la Prusse, puisque dans les régions rhénanes, comme vous le savez, qui étaient libres jusqu'avant Napoléon, à partir de 1814, elles deviennent prussiennes. Donc tous les arguments, par exemple, c'est mal de centraliser les œuvres dans un lieu, s'adressent à Berlin, qui s'apprête, en récupérant tout ce qui venait des régions rhénanes, à le mettre à Berlin. Donc il y a toujours un double discours, il faut être très très sensible à ces choses-là pour y comprendre quelque chose. On est passé trop vite sur cette période, mais j'espère avoir pu montrer combien les émotions étaient différentes, de nature différente, de gradations différentes sur une échelle entre l'individuel et le collectif, entre le professionnel et le politique. Et évidemment, il y a toutes les nuances de gris entre tout ça. Je prends un second exemple où cette fois, la presse ne parvient pas à obtenir une restitution, comme c'était le cas en 1815, mais elle parvient à l'empêcher. Nous sommes à Berlin en 1930. Vous voyez ici une caricature de l'hebdomadaire satirique Kladderadatsch, qui représente, tout petit là, le roi Fouad d'Égypte, avec un grand sourire, qui reçoit l'âne prussien, qu'on reconnaît à ses chaussures bien cirées, l'âne prussien avec son petit chapeau de Michel, c'est-à-dire l'allégorie de l'allemand idiot, l'âne prussien qui restitue de manière très solennelle
le buste de Néfertiti. Et le roi Fouad, donc ça s'appelle en haut das ägyptische Tauschabkommen, le contrat d'échange avec l'Égypte, et le roi Fouad déclare en bas que voulez-vous faire d'une reine dans une république? On est évidemment à la fin de la République de Weimar. À quoi bon avoir une reine dans une république? Prenez plutôt mon Ganofer, c'est lui qui sourit du coin de la bouche. Prenez plutôt mon Ganofer en échange, c'est le seul doublon qui me reste en magasin. En gros, il signale que ça n'a aucun intérêt et que l'échange peut se faire. Alors, cette caricature n'est que la pointe de l'iceberg d'une campagne de presse énorme, considérable, du mois d'avril 1930. Vous voyez, je vais vous montrer quelques coupures de presse. On le voit mal ici, mais elles sont datées du 8 avril 1930, qui signalent à toute l'Allemagne, donc dans différents journaux, ici c'est la Bayerische Zeitung pour la Bavière, qui signale à toute l'Allemagne que Néfertiti va quitter Berlin, alors que personne n'en avait parlé dans la presse auparavant. C'est un scoop, Néfertiti verlässt Berlin. C'est le titre ici, elle quitte Berlin. On en voit plein. Königin Nofretete kommt wieder nach Ägypten. La reine Néfertiti retourne en Égypte. Allensteiner Zeitung, je ne sais pas où dans la province, Königin Nofretete kommt wieder nach Ägypten, etc., etc. Hessische Zeitung Darmstadt, tous signalent que Néfertiti, le 8 avril 1930, d'un coup, on voit bien que c'est une campagne, avec les mêmes photos, avec les mêmes titres, d'un coup, toute la presse est informée que Néfertiti va quitter Berlin, et le lendemain, dès le lendemain, 9 avril 1930, les mêmes journaux annoncent, et voilà ce qu'on va avoir en échange. L'horrible Ganofer. En général avec des photos mal prises, pour vraiment opérer le contraste entre la belle Néfertiti berlinoise et l'affreux doublon qu'on va récupérer des Égyptiens. Tout ça est bien sûr thématisé de manière beaucoup plus tendue à Berlin même, où le pronom personnel « wir » montre bien comment la presse considère cette Néfertiti comme un patrimoine berlinois national. « Was wir für Nefertiti bekommen » Regardez ce qu'on va nous donner pour Néfertiti, point d'exclamation, ou bien « Nofretete verlässt uns » Néfertiti nous quitte. Alors, on est évidemment face à une campagne de presse contre un projet qui, finalement, est annulé ou qui est mis en suspens, comme on le constate en consultant les archives du ministère des Affaires étrangères. Je vous montre ici une lettre de Julius Curtius, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui écrit au Caire que le Kulturminister Grimme, le ministre de la Culture Grimme, a décidé de mettre une pause. Äußerte, dass zurzeit starke politische Bedenken Rücksicht auf öffentliche Stimmung preußischer Kabinett Abschluss-Tauschvertrags fast unmöglich. C'est un télégramme, d'où le style télégraphique. Donc, le ministre Grimm dit qu'à cause de la öffentliche Stimmung, de l'atmosphère publique, on ne va pas pouvoir faire ça. Et il explique en bas, bitte im gegenwärtigen Stadion nichts einzuwirken. S'il vous plaît, ne faites rien, on attend. Car en effet, la restitution était absolument imminente. Il écrit aussi que Presseäußerungen erfolgten ohne Einvernehmen Auswärtigen Amts, que la presse n'a pas demandé son avis au ministère des Affaires étrangères avant de faire cette campagne. Donc, le ministre est bloqué. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y avait une volonté politique, donc, de Adolf Grimme. Adolf Grimme, c'est un élève de Husserl, c'est le dernier ministre de la Culture de la République de Weimar, avant la prise de pouvoir par les nazis. C'est un social-démocrate qui, donc, a porté le projet de restituer Néfertiti, qui était réclamé depuis 1925, de restituer Néfertiti au Caire. Et ce projet n'était pas un projet de Adolf Grimme lui-même, il l'avait récupéré de son prédécesseur, le grand orientaliste, enfin ce qu'on appelle orientaliste en Allemagne, c'est-à-dire il était spécialiste de l'Orient contemporain, c'est-à-dire de l'islam de son époque. Karl Heinrich Becker, vous voyez en bas écrit sur cette photographie, orientaliste und Kultusminister, c'est-à-dire ministre de la culture et des cultes et orientaliste. Karl Heinrich Becker, qui était un grand connaisseur de l'islam, qui était professeur de sciences islamiques à l'université de Berlin et qui avait fondé en 1910 la revue Der Islam, où il s'inquiétait, où il expliquait que l'islam était un problème. On voit ici Der Islam als Problem, et qui avait depuis les années 10 beaucoup milité pour le rapprochement de ces cultures, pour des échanges plus intensifs. Et c'est lui qui, avant Grimme, avait porté le projet de cette restitution qui paraissait un geste bon à faire pour le rapprochement des peuples, d'autant que l'Égypte
n'ayant pas été colonisé par les Allemands, après son indépendance dans les années 20, avait des relations excellentes avec l'Allemagne. Et même ce projet de Karl Heinrich Beck n'était pas son propre projet, il l'avait récupéré des conservateurs eux-mêmes, des directeurs du musée du Caire et du musée de Berlin. On le sait parce que le service des Antiquités d'Égypte a conservé dans ses archives un dossier Tête de Néfertiti, on voit un peu mal écrit ici, Tête de Néfertiti, double pour moi, écrit Pierre Lacot, qui était le directeur du service des Antiquités d'Égypte, qui avait obtenu avec Chef, le directeur du musée de Berlin, cet accord. Cet accord qui avait été long à obtenir, mais au bout de 5 ou 6 ans, ça y est, on allait pouvoir récupérer Néfertiti. L'affaire est donc mise en gel à cause de la presse, à cause de l'opinion publique, à cause de cette campagne de presse, jusqu'à être réactivée à la fin de l'année 1933. Vous voyez ici un extrait de la bourse égyptienne du 13 décembre 1933 intitulé « Un singulier cadeau ». Et vous allez voir, je vais vous le lire, que ce qui s'est passé ensuite. Donc pendant 3 ans, entre 30 et 33, entre 30 et l'arrivée des nazis, le projet est gelé, puis arrivent les nazis, le projet est remis en route, on fixe une date pour la remise, la date c'est l'anniversaire du roi Fouad, qui va récupérer Néfertiti, on y est presque, et voilà ce qui se passe. La statue de la reine Néfertiti offerte, donnée et reprise. Je vous lis à partir le 9 octobre, c'est-à-dire du dernier paragraphe qui est affiché ici. Le 9 octobre dernier, jour anniversaire de l'avènement, pardon, c'est pas son anniversaire, c'est l'anniversaire de son avènement, du roi d'Égypte, le baron von Storer, ministre d'Allemagne au Caire, sollicita une audience du roi avec une insistance si vive que le grand chambellan la fit accorder, bien qu'il ne fût pas d'usage en raison des cérémonies de pareille journée, de recevoir les représentants des puissances accréditées en Égypte. Le baron von Storer se rendit au palais de Montaza, près d'Alexandrie, où toutes les cérémonies furent interrompues pour lui. Il eut une audience au cours de laquelle il fit part au roi de la décision du gouvernement du Reich de lui offrir, à l'occasion de l'anniversaire de son avènement, la célèbre statue de la reine Néfertiti, qui depuis des années est l'objet de convoitises des musées égyptiens. Donc il interrompt cet anniversaire pour restituer Néfertiti. C'était un cadeau vraiment royal. Aussi, à l'étonnement provoqué par l'insistance du ministre allemand à être reçu d'urgence en ce jour de festivité nationale, succéda une satisfaction d'autant plus grande que toute l'Égypte considère ce joyau artistique de la XVIIIe dynastie comme la merveille des merveilles dont la place est tout indiquée dans les musées du Caire. Mais il y a quelques jours, le ministre d'Allemagne sollicita de nouveau une audience royale. Elle lui fut immédiatement accordée, mais elle fut pénible, car le baron von Storer avait à dire au roi Fouad que le gouvernement allemand du Reich venait de lui télégraphier qu'il y avait un malentendu. Point d'interrogation dans le journal, entre parenthèses, et que la célèbre statue de la reine Néfertiti resterait à Berlin. Que s'était-il passé? On ne sait. Qui en est faute? Est-ce le gouvernement du Reich qui aurait chargé son représentant en Égypte de faire cette démarche et qui serait revenu ensuite sur sa détermination? Est-ce le ministre d'Allemagne qui se serait mis en route trop tôt? Quoi qu'il en soit, si le baron von Storer a cherché à produire un effet colossal, il a pleinement réussi. Donc ici, on comprend, ou en tout cas on le sait par d'autres archives, que c'est finalement Hitler qui, alors que la date et le jour avaient été prévus pour la restitution, c'est finalement Hitler qui a annulé la restitution. Ce qui, rétrospectivement, nous fait comprendre que toute la campagne de presse qui s'adressait contre les sociodémocrates de la fin de la République de Weimar était une campagne de presse de la droite, en quelque sorte, contre la gauche, et qu'il y avait aussi des intentions politiques qui se mêlaient à cette émotion patrimoniale berlinoise. Je donne un dernier exemple de ces émotions au moment des restitutions. Jusqu'à maintenant, une des questions qui nous a occupés, c'est de comprendre d'où viennent la formulation d'émotions, d'où elles sortent, d'où elles viennent, de professionnels, de journaux. Est-ce que ces journaux sont de droite, de gauche, comment ça fonctionne? Et on a un très bel exemple récent, très typique de notre époque d'ailleurs, d'une émotion qui paraît collective, mais non identifiée, qui apparaît comme quelque chose qui n'a pas de nom. Le 17 février 2006, tout Vienne, en Autriche, se réveille à l'aube et constate que sur 300 panneaux publicitaires est affiché « Ciao Adèle », « Au revoir Adèle ».
C'est un mois après l'annonce de la restitution par l'Autriche de ce tableau de Klimt, et toute la ville de Vienne, les métros, les bus, les colonnes Maurice, affichent ce « Au revoir Adèle ». Alors le premier mouvement qu'on a en voyant ça, c'est d'être touché et de se dire, tiens, les Viennois ont voulu montrer dans la ville l'attachement de leur ville à ce tableau qu'ils ont considéré comme leur patrimoine artistique. Ces affiches sont restées pendant 2 semaines. La presse s'interrogeait. Qui a fait ça? Qui dit au revoir? Qu'est-ce qui va se passer après Adele? Was kann nach Adele kommen? Titre ce journal. Et finalement, au bout de 2 semaines, arrive la réponse. On comprend que cette campagne publicitaire était une campagne de la Gevista, une filiale de Deco, c'est-à-dire de panneaux publicitaires à Vienne, qui dit donc Adèle s'en va, Adèle geht, et qui en rouge traverse le tableau de cette information. Was bleibt? Werbung, die wirkt, auf den Citylights der Gevista. Adèle s'en va, qu'est-ce qui reste? De la publicité qui marche sur les Citylights de Gevista. Alors là, on comprend que l'expression d'émotion est toujours quelque chose à prendre avec beaucoup de précaution et que dans ce cas précis, on a eu une instrumentalisation d'une possible émotion publique au moment de la restitution du tableau, mais à des fins commerciales. En réalité, si on regarde les réactions entre le mois de janvier et le mois de février à Vienne, on constate surtout que tout le monde est étonné à Vienne, que personne, enfin en tout cas que le Besucheransturm bleibt aus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la queue pour aller voir Adèle. On s'y attendait, ils ont préparé, il y a beaucoup plus de gardiens dans le musée, mais bon, il y a des gens qui viennent, mais peu finalement. Vous voyez là une capture d'écran de la télévision, et puis à gauche, noch kein Run of Klimt-Bilder. Il n'y a pas encore de run sur les tableaux de Klimt. Donc voilà. Et il semble que finalement, peut-être, ce tableau n'ait pas suscité des envies d'adieu aussi fortes que le suggérait en tout cas la publicité qui l'instrumentalise pour ses propres besoins. J'en arrive avec cette histoire de récupération d'une émotion probable ou même de fabrication d'une émotion par la publicité à la question des récupérations, et pas au sens de musées nationaux récupération, pas dans le sens de restitution ou réparation, mais bien dans le sens de récupération politique. Je vais passer vite et vous me pardonnerez d'utiliser à partir de maintenant 2 fois des sources qui sont des sources audiovisuelles tirées des archives de l'INA, du site ina.fr, qui sont donc des journaux télévisés, à 2 reprises des journaux télévisés de notre époque, pratiquement enfin des années 70 et des années 90, qui nous permettent de montrer comment la télévision, qui joue un rôle si important dans ces questions, comment la télévision peut aussi faire passer des messages ou non. Mais on commence avant l'ère de la télévision et des images mobiles en 1815. Au moment de la grande restitution dont j'ai parlé tout à l'heure, on s'est occupé tout à l'heure des émotions chez Denon, donc des émotions chez les Parisiens, chez les Viennois, chez les Berlinois qui allaient perdre une œuvre. Occupons-nous maintenant de voir ce qui se passe à l'endroit où les œuvres retournent, et on va le faire rapidement. En 1815, quand ces œuvres retournent dans leurs lieux initiaux, elles sont accompagnées de fêtes et de cérémonies nombreuses, très différentes les unes des autres et qu'il convient vraiment d'étudier chacune dans son contexte. Le martyre de Saint-Pierre de Rubens, qu'on a déjà évoqué dans la première séance, retourne à Cologne et est montré en procession dans toute la ville avec des cinquantaines d'enfants habillés en blanc qui chantent et qui vont ensuite, pour leurs propres enfants, maintenir la mémoire de ce grand événement. Puis il est remis dans son église. C'est un patrimoine qui appartient à la conscience urbaine de la ville. Ce n'est pas un patrimoine qui sort d'un musée, c'est important. À Berlin, vous vous en souvenez, le jugement dernier de Memling, qui ensuite va être restitué à Danzig, est exposé dans une grande exposition. Donc là, consacrée aux objets repris, une exposition qui a aussi un caractère scientifique, de réappropriation intellectuelle de ces œuvres. À Rome, alors je vous montre une gravure d'une qualité plus que médiocre, mais elle est tellement rare que je tiens à vous la montrer. À Rome, Canova, qu'on voit ici très mal, montrant avec ses bras le groupe du Laocoon, l'Apollon du Belvédère et le torso Belvédère. À Rome, donc, dans la cour du Belvédère, Antonio Canova montre aussi la transfiguration au pape, la transfiguration qu'il vient de récupérer, qui vient de revenir
de Paris, cette gravure est exceptionnelle et montre aussi combien l'iconographie des reprises est importante et doit être étudiée. Mais l'exemple sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu plus longtemps est celui de Venise. Venise en 1815, comme vous le savez, n'est plus Venise, on pourrait dire, puisque après le congrès de Vienne, elle devient une partie du royaume lombardo-vénitien, c'est-à-dire qu'elle passe sous l'autorité des Autrichiens. Au moment de la restitution des chevaux de Saint-Marc, qui avaient été saisis en 1797 et transportés à Paris, au moment de la restitution, un peintre de l'école de Canaletto, qui s'appelle, dont j'ai noté le nom, Vincenzo Chilone, peint la cérémonie qui a accompagné le retour des chevaux de Saint-Marc. Donc il l'a peint directement en 1815. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr les chevaux dorés qui sont en train de revenir sur la place Saint-Marc, tirés par deux équipes de soldats. On voit le peuple, des Vénitiens, enchantés bien sûr, sans doute en liesse, séparés néanmoins de l'action par une triple rangée de soldats qui fait le tour de la place. Et puis on voit surtout des drapeaux blancs et rouges qui sont les drapeaux de l'Empire autrichien. Derrière ces drapeaux, vous voyez aussi qu'une tribune a été dressée sur laquelle se trouve l'empereur d'Autriche, François Ier d'Autriche. Que nous raconte ce tableau? Il nous raconte évidemment que, exactement comme l'avait déjà expliqué Cicéron, la restitution des chevaux de Venise à Venise est utilisée par l'empereur d'Autriche comme un acte pour obtenir l'assentiment des Vénitiens à cette nouvelle domination autrichienne qui évidemment ne s'est pas passée dans le bonheur des Vénitiens. On est très bien informé de cette cérémonie, toute une série de programmes, de lettres, de journaux intimes l'évoquent. Je vous montre ici le programme, une page du programme pour la célébration de la reprise, Repristino, des chevaux de métal corinthien à l'église Saint-Marc. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'instrumentaliser cet événement pour que les Vénitiens soient d'accord avec cette nouvelle domination. Je vous lis simplement ici, donc l'empereur d'Autriche, Nostro Sovrano, notre souverain, disent les Vénitiens en italien, montre la più generosa testimonianza della sua paterna affezione col ricondurre un prezioso monumento dell'antica gloria veneziana. Donc, notre père, le père de notre patrie, nous donne un grand signe d'affection en nous rendant ses chevaux. Ça continue sur la page d'après. Ici, on nous rappelle que maintenant, les Vénitiens vont avoir una eterna gratitudine verso il padre della patria, une gratitude éternelle envers le père de la patrie, che corona le sue beneficenze col far godere ai suoi popoli i frutti delle proprie vittorie, qui partage avec ces peuples au pluriel, donc aussi le peuple vénitien, les fruits de sa victoire. On peut continuer très longtemps. Ici, le registre de l'émotion est mis en avant. On a eu des larmes de douleur lorsque les œuvres ont été raptées, et maintenant, on a des larmes de consolation, puisque le souverain est extrêmement généreux de rendre tout ça. Cette rhétorique de la restitution généreuse par le nouveau dominateur, en quelque sorte, on sait que le royaume lombardo-vénitien a tenu à peu près 5 décennies. Et pendant les 5 décennies, c'était très instable. Et ça s'arrête au plus tard en 1866. Toute cette rhétorique est mise en images dans cette gravure anonyme conservée de 1815, conservée au musée Okorer, qui est magnifique. Elle représente donc une allégorie du retour des chevaux sur la place Saint-Marc. Vous voyez ces chevaux placés sur un bateau, sur un navire, qui dans l'iconographie politique est toujours le navire de l'État. C'est l'État qui restitue ces chevaux. Il arrive d'une mer agitée dans une mer calme. On restitue la paix une fois faite ces chevaux. Lui-même, le génie ailé, tient un étendard à l'effigie de l'aigle des Habsbourg, de l'aigle à tête double des Habsbourg. Donc on est bien dans une logique de l'empereur d'Autriche qui restitue. Derrière, on voit Venise avec le soleil qui se lève avec des rayons très
visible sur un jour meilleur. Ça aussi, bien sûr, on connaît très bien au XXe siècle l'iconographie qui se lève sur un avenir meilleur. On l'a déjà ici. D'ailleurs, elle est reprise sous les pieds de cette allégorie. Et puis, évidemment, toujours une allégorie de la victoire et de la paix qui sonne les trompettes reprises ici par les Poutis. Alors, cette iconographie traduit ce que je viens d'expliquer. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle a une considérable permanence. On la retrouve en 1945, lorsque les Américains restituent les œuvres que le sogenannte Kunstschutz, c'est-à-dire que la protection des œuvres allemandes, qui a joué un rôle très ambivalent pendant la guerre en Italie et pas seulement en Italie, lorsque les Américains de la 5e armée récupèrent dans le Tyrol du Sud les tableaux que les Allemands du Kunstschutz y avaient mis à l'abri, lorsqu'ils les récupèrent et les restituent à Venise, ils produisent une quantité considérable de films, de photographies qui montrent cette restitution. Et alors on retrouve exactement les mêmes éléments, bien sûr transformés au XXe siècle. Le navire qui est devenu je ne sais pas comment on appelle ça, un 4x4, enfin de l'armée. Les drapeaux, le drapeau américain, à côté du drapeau italien. Les trompettes. Le peuple. Et les officiels sur leur tribune. Cette permanence de l'iconographie, on pourrait s'amuser après, je passe rapidement, cette permanence est intéressante parce qu'elle passe non seulement du XIXe siècle au XXe siècle, et ça continue d'ailleurs, si on regarde la restitution des manuscrits coréens ou d'autres restitutions dans des pays peu démocratiques, ou démocratiques, en tout cas il y a toujours des drapeaux et il y a souvent de la musique. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe donc à travers les siècles, mais ça passe aussi à travers, dans les années 50, à travers le rideau de fer. Je vous montre ici la première page d'un film de propagande, d'un film des actualités américains qui annonce la restitution à Munich en 1948 de 50 tableaux qui avaient été emportés après la guerre aux États-Unis. Comme vous le savez peut-être, et comme on le sait généralement très peu, y compris en Allemagne, les Américains ont pris en 1945 202 tableaux des collections de Berlin qu'ils ont emmenés aux États-Unis et qu'ils ont fait tourner sur 20 000 kilomètres entre 1946 et 48 et 49, pardon. Et en 1948, sur les 202, ils en ont restitué 54. Et ils ne les ont pas restitués à Berlin, ils venaient du Kaiser Friedrich Museum, c'est-à-dire du Bode Museum à Berlin. Ils les ont restitués à Munich et produit des films où on voit par exemple le général Clay, c'est-à-dire le chef des autorités américaines en Allemagne, qui visite l'exposition. Donc on est exactement dans la même logique. Les Américains restituent à la Bavière, c'est leur zone, et montrent combien, voilà, ils expliquent dans le film aussi que l'argent obtenu par l'exposition aux États-Unis va être reversé aux enfants allemands qui ont souffert pendant la guerre. Et exactement la même iconographie se retrouve lors des cérémonies, enfin on le voit ici, hein, vous voyez les colonnes du Haus der Kunst à Munich, ici vous voyez les colonnes de la Museumsinsel à Berlin, quand l'Union soviétique restitue en 1958-1959 les trésors pris en 1945 et emmenés à Moscou. On voit ici, je l'ai dans une meilleure qualité, Schätze der Weltkultur von der Sowjetunion gerettet, les trésors de la culture mondiale sauvés par l'Union soviétique, bien sûr les drapeaux, bien sûr les photos, et sans doute aussi des films dont je n'ai pas la connaissance pour le moment. Cette restitution en 1959 à la RDA, enfin à ce qui va devenir la RDA, à la zone d'occupation soviétique des trésors de Dresde et de Berlin, fait l'objet également, pareil que du côté américain, de publications nombreuses. Je vous en montre simplement une qui s'intitule « Für uns gerettet », sauvé pour nous. Donc c'est comme les Vénitiens qui disent on nous a rendu les chevaux. Ici, c'est les Russes qui les ont sauvés pour nous. Für uns gerettet, Kunstschätze übergeben von der Sowjetunion, les œuvres d'art que l'Union soviétique nous donne. Et bien sûr, sous la couverture, un tableau qui peut être considéré comme une allégorie de l'amitié entre l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique. J'en arrive à la fin. C'est maintenant qu'on va voir deux extraits de journaux télévisés. L'effet de réel est fort et je tremble un peu moi-même en les montrant, mais ils me paraissent significatifs. Dans ce même endroit, ici, derrière cette colonnade de la Museumsinsel, se trouve, pour ceux qui connaissent Berlin, c'est une évidence, la Nationalgalerie.
Nationalgalerie, qui donc était, comme le reste de l'île des musées, dans la partie est de Berlin jusqu'à la réunification. Au moment de la réunification, les musées se sont réunifiés également. Et en 1991, c'est-à-dire très tôt, 2 ans après la chute du mur, même pas 1 an et demi après la chute du mur, la Nationalgalerie montre une exposition intitulée Bilder aus Frankreich, des tableaux venus de France, ou des tableaux français, ou aus Frankreich. Ce n'est pas französische Bilder, c'est aus Frankreich. Ils sont venus de France. Tableaux venus de France, une exposition qui montre 28 tableaux qui étaient arrivés après la guerre en 1945 sur le territoire allemand, qui, sur ce territoire allemand, donc qui avait été confié à Paris par un officier à quelqu'un, un autre Allemand, et l'officier lui avait dit « Prends ça, ramène-le en Allemagne, ces 28 tableaux, et après la guerre, je viendrai les récupérer. » Et cet officier allemand n'est jamais venu, n'est jamais venu les récupérer, si bien que cette personne qui les avait transportés en Allemagne, prise de mauvaise conscience ou parce qu'elle avançait en âge, en tout cas dans les années 70, les a donnés à un prêtre de RDA, donc, en disant « On m'a donné ça après la guerre, qu'est-ce que j'en fais ?» Et le prêtre de RDA lui-même les a donnés aux musées nationaux, c'est-à-dire à la Nationalgalerie, en disant « On m'a confié ça, qu'est-ce qu'on en fait ?» Voilà. Des années 70 aux années 90, ces tableaux, donc venus de France, en effet, en Allemagne puis en RDA, étaient restés, jusqu'aux années 90, étaient restés invisibles. Et en 91, la Nationalgalerie, juste après la réunification, les expose. 3 ans plus tard, Helmut Kohl va restituer ces 28 tableaux à François Mitterrand dans le cadre d'un sommet franco-allemand de Mulhouse à la fin de l'année 1994. Il va restituer un tableau au nom, pas à la fin de l'année, le 31 mai 1994, il va restituer un tableau au nom des autres et les autres vont revenir aussi en France. Je vous montre la manière dont, je crois que c'est Daniel Bilalian, et j'ai raccourci, on aura le début et la fin, comment le sujet est traité au journal de 20 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Le chancelier allemand Helmut Kohl, à l'occasion du sommet franco-allemand qui se tient actuellement à Mulhouse, a rendu officiellement au président de la République un tableau de Claude Monet, dérobé pendant la dernière guerre mondiale et qui se trouvait exposé dans un musée d'Allemagne de l'Est. 27 autres tableaux seront restitués dans les semaines qui viennent, soit au musée français, soit aux familles des propriétaires lorsque celles-ci existent encore. Philippe Arroy, Yves Barbe. Le geste ne pouvait passer inaperçu à quelques jours du cinquantenaire du débarquement. Le chancelier Kohl restitue à François Mitterrand et à Édouard Balladur, à Mulhouse, un tableau de Claude Monet volé par les nazis pendant la guerre. Il faut remettre ça dans le contexte. On est donc à la fin du septennat de François Mitterrand. Il sait qu'en 1995, il ne sera probablement pas réélu. Donc 1 an plus tard, il est à la fin, il est en cohabitation avec Balladur, dans un régime de cohabitation, et cette restitution intervient dans le cadre d'un colloque, d'un sommet franco-allemand. Néanmoins, en tout cas maintenant, 20 ans après, on s'étonne que le journal ne dise rien de la provenance possible, probable, de ces tableaux. On nous parle de familles qui peut-être vivent encore, mais on ne comprend pas très bien. En tout cas, en 1994, on ne pouvait pas comprendre, et peut-être, ou sans doute, ou très probablement, personne ne savait vraiment d'où venaient ces tableaux. Nous avons fait, entre 1994 et maintenant, c'est-à-dire ça fait 20 ans, 21 ans, des progrès dans la compréhension de cet événement. Je vous montre néanmoins la fin du reportage. Cet événement symbolique, ici à Mulhouse, avait surtout un but, c'est de montrer que l'amitié franco-allemande se porte bien. Voilà, tout ça avait surtout un but, c'est porter, grâce à la restitution d'un tableau, comme on le sait maintenant, grâce aux travaux considérables qui ont été menés, notamment dans le cadre des MNR, donc on connaît bien mieux sa provenance. On sait maintenant, aujourd'hui, que ce tableau était très probablement issu d'une collection ou d'un marchand juif. En tout cas, à l'époque, on ne le savait pas, ou en tout cas, on n'en parlait pas, on évitait le sujet. J'en arrive au 3e moment, qui s'intitule « Les voix du silence ». Le titre, il y a une citation, il essaye de dire comment, à la fois sur ces questions de restitution, dans les 40 dernières années, j'ai pris des exemples français, mais j'aurais pu prendre exactement pareil des exemples allemands, j'ai pris des exemples français pour des raisons linguistiques, comment, depuis une 40aine d'années, on parle de ces sujets à la télévision, on en parle au grand public, mais on en parle de manière telle, parce que les sensibilités n'étaient pas encore là, de manière telle qu'on
comprend pas forcément très bien l'enjeu. Je reviens un instant sur la remise de 1994, la restitution de 1994. La photo n'est pas de 1994, je l'ai mise là pour rappeler les protagonistes. On a la chance de posséder le discours que François Mitterrand a prononcé lors de cette remise. Je le lis avec vous un petit peu. « Monsieur le chancelier, je continuerai dans le style que vous avez vous-même choisi, cher Helmut. Ce retour en France d'œuvres, dont on sait bien qu'elle représente une qualité exceptionnelle de notre patrimoine, constitue un geste tout à fait exceptionnel de la part du chancelier Kohl et du gouvernement de la République fédérale. Chacun en mesurera ici l'importance et l'étrangeté. Jusqu'ici, les musées, tous les musées d'Europe, je ne dirais pas d'ailleurs, ce serait une formule trop générale, ont été remplis d'œuvres acquises ou conquises dans des conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. » C'est vraiment la manière de parler de la chose en l'occultant. C'est comme d'enlever le socle. Je connais peu de cas où un pays destinataire d'œuvres d'une telle richesse songeait à les restituer à un pays ami. Des œuvres isolées, des pièces exceptionnelles, oui, mais une collection de 28 tableaux de cet ordre, non. Je suis sûre que les Français, dans leur ensemble, opinion publique, émotion patrimoniale, les Français, dans leur ensemble, s'associent aux remerciements que je vous exprime. À geste exceptionnel, gratitude exceptionnelle. C'est bien le signe que l'amitié entre l'Allemagne et la France est vivante, forte, et doit porter loin, à travers le temps, ses effets. Alors, ce qu'on comprend ici, outre l'historiographie de l'occupation en France, outre les rapports entre François Mitterrand et son propre passé, etc., ce qu'on comprend surtout, et en tout cas aussi, c'est que l'amitié franco-allemande est un cadre où on n'évoque pas, évidemment, dans un discours, on n'évoque pas les sujets qui fâchent. Donc, au nom de l'amitié franco-allemande qu'il s'agit de porter et de renforcer toujours ici, on tait, on élude d'autres sujets qui, aujourd'hui, bien sûr, nous sont familiers et qui n'annuleraient pas, si on en parlait, l'amitié franco-allemande. Mais l'amitié franco-allemande, c'est une affaire de génération d'hommes et de femmes qui l'ont vécue, qui l'ont construite. Et Mitterrand parle plus tard dans ce discours de ses expériences de guerre et de sa génération. On voit bien qu'entre hommes de la même génération, on ne parle pas donc des sujets qui fâchent, on parle de l'amitié franco-allemande. Je continue un instant sur ce texte, je le reprends ici. Cette route de Louvciennes, c'est le titre du tableau de Monet, prend donc une valeur doublement symbolique si l'on considère l'illustre signataire Claude Monet, l'un de nos grands peintres, et les tableaux qui l'accompagnent. Ceci, après avoir si longtemps travaillé en commun avec les chanceliers, et particulièrement le chancelier Kohl, prend à mes yeux, vous me permettrez de le dire, une signification particulièrement émouvante. Restitution, émotion, hésitation, vous allez voir. Cela dit, que de conservateurs dans nos pays, que de responsables de nos grands musées doivent ce soir éprouver une certaine inquiétude. Et si cela se généralisait ? Je ne me risque pas beaucoup en pensant que cet exemple restera très particulier et que la contagion s'arrêtera assez vite. Il faut repenser les choses dans le contexte de 1994. Penser maintenant, évidemment, c'est la contagion d'une restitution aux familles juives, ça ne marche pas du tout. Et comme tous nos musées d'Allemagne, de France et d'Europe suivront le sort de notre Europe, c'est-à-dire le sentiment de plus en plus répandu qu'il s'agit d'un bien commun, chacun d'entre nous, se promenant ici ou là, ouvrant les portes d'un musée de l'Europe, se sentira chez lui. Le discours continue sur Mitterrand qui explique 2 expériences de restitution qu'il a faites, 2 manuscrits coréens d'une part et d'un canon qu'il a restitué à Colmar et qui l'a obligé à supporter, écrit-il, beaucoup de pétitions et de cris, et que quand on a fait ça une fois, on ne le refait pas très souvent. Pardon. Dernier exemple, et je vois que je vais sans doute déborder de 6 ou 7 minutes. Pardon. Dernier exemple qui nous emmène encore plus loin dans l'histoire du XXe siècle, mais encore plus près sans doute dans les problèmes auxquels les musées d'Europe sont confrontés. Dernier exemple, un sujet au journal de 20 heures de Roger Gicquel, en 1978, à l'occasion d'une table ronde de l'UNESCO, où il a été question de la restitution des biens venus d'Afrique, d'Amérique et d'Asie.
je vous laisse goûter le flou du propos. Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Alors on est exactement dans la même logique que Mitterrand plus tard. On ne parle pas des circonstances, des provenances. On ne parle pas des provenances. Ce qui, maintenant, pour les collections d'origine juive, est établi, qu'il faut parler des provenances, n'était pas en 1978 la règle, et ne l'est toujours pas, pour les musées, en tout cas pas pour tous, pour les musées de collections ethnographiques. Ça continue ? Dans l'esprit de l'UNESCO, cela s'inscrit dans une politique d'ensemble qui ne concerne que certains cas, tant en Afrique qu'en Amérique et en Asie et même en Europe. Mais d'une manière générale, les commentateurs de presse se sont montrés surpris et certains ont même ironisé à ce propos. Retour des œuvres d'art. L'un d'eux, célèbre, a même suggéré si on doit rendre l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, il faudra qu'on nous restitue aussi le canal de Suez. Vous voyez jusqu'où ça va. Adam Saunier a rencontré M. Mbo et a confronté ses propos à ceux de gens particulièrement concernés. Ces gens particulièrement concernés sont le directeur du musée du Quai Branly à l'époque et un expert, j'ai oublié son nom, Jean Ratouillon, qui n'apparaît pas dans les bibliographies, dans les catalogues de bibliothèques. En tout cas, ce n'est pas un expert universitaire. Et on arrive à la fin de l'émission. Non seulement l'UNESCO n'est pas opposé aux échanges de biens culturels, mais l'UNESCO considère au contraire qu'il est extrêmement important que les œuvres d'art des différents pays puissent circuler dans le monde entier pour accroître la connaissance mutuelle et réciproque des différents peuples du monde. En tout cas, si on veut préserver les identités culturelles, eh bien, il faut préserver ce patrimoine artistique et donc, quelquefois le restituer. Il faut bien se plier à ça. Bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe du TF1. Dernier journal, Jacques Poux. Alors, j'avais pour ma part 6 ans quand ce journal est passé. Je pense que pour des questions d'âge, je n'ai pas compris trop les enjeux, mais vous conviendrez avec moi que le discours n'est pas extrêmement clair et qu'on a bien du mal à comprendre, surtout à la fin, là, quand Roger Giquel semble avoir... on ne sait pas très bien ce qu'il a fait pendant le sujet, mais en tout cas, il me semble qu'on ne comprend pas grand-chose et que cette absence de clarté, et surtout ce qu'il dit au début, on ne va pas revenir sur les conditions d'acquisition de ces œuvres, a un écho particulier si on repense à la première séance de ce cours, et je vais arriver à ma conclusion, qui était la question de la douleur des perdants, en quelque sorte, ou de la présence, de l'absence dans les collections, et du fait, comme on l'avait vu, que dans certaines civilisations, une œuvre d'art ou un peuple avait pu attendre jusqu'à 1635 ans avant de trouver une occasion de reprendre une œuvre spoliée ou déplacée par le passé. Ce qu'on avait retenu de la première séance, c'est qu'il fallait non pas restituer à tout champ, mais en tout cas être sensible à la quête, à la demande des perdants, en quelque sorte. Pour faire vite, la question qui nous a occupés pendant 4 séances ici était la question d'une appréhension historique de ces questions de déplacements patrimoniaux forcés, de translocation patrimoniale forcée en temps de guerre. Il ne s'est pas agi de répondre oui ou non, il faut restituer, ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était de voir comment certains réflexes, comment certains discours, comment certaines iconographies avaient une continuité ou des ruptures au fil des siècles. Pour finir, je voudrais néanmoins sortir de ces considérations économiques, politiques, de simple iconographie ou même ces imaginations mémorielles et revenir sur cette photo de 1952 qui montre le cloître d'où avaient été tirées les noces de Cana de Véronèse, qui nous avait servi lors de la première séance à rappeler ce que pouvait vouloir dire la présence de l'absence. Et pour terminer, j'aimerais citer, à mon avis, après Cicéron et après Dominique Vivant-Denon, un autre très grand texte sur la question des déplacements, de la diaspora des œuvres d'art. Un très grand texte parce que précisément, il n'argumente pas en termes de nationalité, d'identité, mais en termes métaphysiques. Il propose, en quelque sorte, une poétique de cette translation, de ces translocations patrimoniales, alors certes
pas de translocation patrimoniale forcée, de translocation, de déplacement, de diaspora des œuvres dans le contexte lié à leur histoire et au marché de l'art, mais un texte qui me paraît nous inviter à penser aussi les choses dans cette dimension profondément culturelle. Il s'agit d'un texte d'Yves Bonnefoy qu'il a écrit en 1958 lors de son premier voyage aux États-Unis, la première fois que jeune homme, il quittait l'Europe. Le texte mérite d'être lu dans son entier. Je en lirai simplement quelques extraits en me rendant compte, en sachant bien qu'on ne peut pas faire ça à un si beau texte. Et je vous invite à le lire. Il est publié dans L'Improbable et autres essais et s'intitule « Sur la peinture et le lieu ». Il n'y a pas de livre que je voudrais davantage écrire qu'un récit des musées du monde. Livre dont l'essentiel serait consacré aux galeries de peinture et le chapitre le plus partisan, le plus injuste, elliptique d'ailleurs, allusif, presque muet, au petit musée italien. Musée de Spolète, une salle de mairie avec des croix peintes et l'étoilement d'une œuvre de l'école de Rimini. Musée de Pistoia, visité un matin de pluie, un jour noir, dans les combles de la Questure. Musée Bardini à Florence, pour les premières admirations naïves, pour une ignorance perdue, pour les premiers jours florentins. Oui, il faut s'attacher au lieu quand on se soucie des œuvres. Mais ce n'est pas ce premier degré de l'accord qui aujourd'hui m'intéresse. Aujourd'hui, m'approchant lentement d'autres rivages, où tous les musées sont neufs, où la peinture italienne survit sous des péristyles néo-grecs, je sais que j'aime, qu'on me pardonne, retrouver Véronèse à Londres, où tel Botticelli infiniment vif, tout vibrant, derrière la brique rouge et les colonnes de bois si belles, peintes en blanc, de la Nouvelle-Angleterre, et Piero della Francesca toujours dans un grand mausolée de marbre aux confins du Massachusetts et du Vermont. Entre l'œuvre et le lieu, j'aime que les liens se distendent. Et ce n'est pas l'attrait de l'insolite, mais par mémoire du mode d'être essentiel de cette peinture italienne, immédiatement et toujours métaphysique. L'art italien est toujours la même demande. Toujours, il veut compromettre dans ce lieu-ci, notre monde, l'idée qu'il sent trop lointaine. La surface du tableau en Italie au moins, n'est pas le moyen d'une analyse, mais une catégorie de l'absence. Si bien que la diaspora moderne des œuvres, et c'est à cela que je voulais en venir, n'est selon moi que la conséquence de cette insuffisance foncière et son explication et son nécessaire aboutissement. N'appartient-il pas au lieu, en effet, de créer entre l'œuvre et sa demeure d'exil une tension qui aggravera notre conscience de l'être? Qui sait jusqu'à quel point des rencontres de cette sorte peuvent bouleverser des cultures et notre vie? Je vous remercie.